Je vais parler de la gestion des lacs réservoirs durant cette crue de mai-juin 2016. Donc, tout d'abord, un rapide retour au contexte. Donc, Seine-Grand-Lac gère 4 lacs réservoirs qui totalisent un volume de 850 millions de mètres cubes. Ce volume est disponible pour assurer une double mission. La première, c'est le stockage des crues. Et la deuxième mission, c'est le soutien d'étiage sur la période de juillet à novembre environ. Parmi ces lacs réservoirs, on en trouve 3 en Champagne. Donc, c'est le lac réservoir Marne, le lac Aube, le lac Seine. Et enfin, nous avons le lac réservoir de Panne-Sierre, qui est localisé dans le Morvan au niveau de l'amont de Lyon. Donc, ces 4 lacs sont situés très en amont de Paris. Alors, ces lacs obéissent à une règle de gestion définie par arrêté préfectoral. Donc, on a un règlement d'eau qui définit la façon dont seront remplis et vidés les lacs réservoirs, donc selon une courbe d'exploitation. Donc, vous avez un exemple de courbe en fait sur la diapo. Cette courbe représente en fait le volume du lac en fonction des mois d'exploitation. Donc on voit des périodes de vidange et de remplissage. Alors j'ai ajouté une pastille en fait sur cette courbe pour montrer en fait où on se situait au début de la crue. Donc on était en fin de phase de remplissage et les lacs réservoirs étaient prêts à démarrer d'ici un mois environ le début du soutien d'étiage. Alors, pour revenir sur la carte de pluviométrie présentée par M. Pasquet, j'ai placé les lacs réservoirs pour un peu localiser en fait, ces lacs par rapport au cumul maximum de pluviométrie. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la pluviométrie était concentrée essentiellement à l'aval des lacs réservoirs. Donc on a eu quand même des cumuls assez importants, mais nettement inférieurs à ce qui a pu se produire sur le reste du bassin. En revanche, sur Panne-Sierre, sur Lyon, on a eu quand même l'équivalent d'un mois de pluie cumulé sur 4 jours, ce qui aboutit à des débits quand même assez importants. Donc, en termes de débit, sur les lacs de Champagne, Aube, Seine et Marne, les valeurs atteintes étaient assez modérées. La période de retour est estimée à 2 ans, donc sur ces 3 cours d'eau. Donc, ce sont des débits rares pour la saison, rares pour un mois de juin, mais pas exceptionnels du tout. En revanche, sur Lyon, le temps de retour est qualifié plutôt de 2 à 5 ans. Donc, c'est des débits un peu plus importants et qui entraînaient d'ailleurs le plat remplissage de ce réservoir à la date du 2 juin. Ensuite, vous avez un hydrogramme en fait, présentant les règles de gestion qui ont été appliquées. Donc, là, c'est l'exemple du lac réservoir Marne. En bleu, vous avez le débit en amont du lac réservoir. Et le pointillé orange, en fait, c'est le débit théorique qu'on ne doit pas dépasser. Donc, c'est le débit en fait, qui est appliqué sur les règles de gestion qu'on doit respecter pour l'exploitation. Donc, en l'occurrence, là, c'est 120 mètres cubes par seconde. Donc, tout ce qui dépasse en fait, ces 120 mètres cubes par seconde doivent être, dans la mesure du possible, absorbés par le lac réservoir, donc stockés. Donc là, c'est ce qui s'est passé sur Marne. Donc, on a eu une pointe à 160 mètres cubes par seconde. Et donc, 40 mètres cubes par seconde ont été écrêtés. Et seulement 120 mètres cubes par seconde ont été restitués sur la partie aval. Donc, conformément, c'est une gestion conforme en fait, au règlement d'eau et aux prescriptions approuvées par les préfectures. Alors, concernant les volumes des lacs réservoirs, vous avez des camemberts en fait, représentant en bleu le remplissage constaté des lacs réservoirs au 30 mai. Donc c'est du point de vue des lacs réservoirs, donc le 30 mai c'est le début de l'épisode de précipitation. Et en vert, donc, le volume disponible pour le stockage des crues. Donc on avait environ 80 millions de mètres cubes de disponibles, soit environ 10% de la capacité totale de stockage. Alors donc la même chose, mais après l'épisode de crue, donc j'ai rajouté en orange le volume qui a été stocké durant les crues.
Donc sur les lacs Marne, Aube et Seine, on a exploité en fait environ la moitié du volume total disponible, donc en appliquant les règles de gestion. En revanche, sur Pansière, le lac réservoir a été saturé dès le passage de la crue. Donc on a atteint quasiment le plein remplissage. Donc pendant l'événement, environ 40 millions de mètres cubes ont été stockés par application des règles de gestion. Alors un zoom sur l'ouvrage de Pansière, qui a atteint le plein remplissage le 2 juin. Donc on était quasiment au niveau maximum de la retenue, et donc les évacuateurs de crue en fait ont été activés pour tout simplement pour laisser passer le débit qui arrivait en entrée, parce que c'est un lac un petit peu différent des autres, avec qui est en fait c'est un barrage en rivière, donc tous les débits de l'Yonne transitent par le lac réservoir, alors que les autres fonctionnent en dérivation. Alors pour passer rapidement sur la propagation de la crue, donc c'est une crue assez atypique. La pointe de crue a été observée à Paris le 4 juin. Cette pointe est formée donc essentiellement par la pointe de crue du Loing et par tous les affluents franciliens et intermédiaires. Donc quand on voit les pointes de crue atteintes au niveau des lacs réservoirs, donc par exemple le 2 juin sur Marne, le 9 sur Aube et le 3 sur Seine, sachant que le temps de propagation habituel entre les lacs et Paris est de 7 à 10 jours, on comprend que les lacs réservoirs, en fait, bien qu'ils aient eu un impact pendant la crue, à cause des temps de propagation, l'effet vraiment réel sur la pointe de crue est arrivé plutôt après la pointe, et donc s'est fait ressentir essentiellement sur la décrue. Donc pour illustrer l'effet des lacs réservoirs en région parisienne, donc ici vous avez superposé pour les débits et les hauteurs d'eau le débit réel observé et un débit reconstitué qui tente de reproduire le débit et les hauteurs qui sont observés sans l'action des lacs réservoirs. Donc c'est des reconstitutions, et c'est ce qui nous permet en fait de voir l'effet des lacs réservoirs. Donc au niveau de Paris, on estime à environ 5 cm d'abaissement de la pointe de crue. En revanche, sur la décrue, compte tenu des temps de propagation, l'effet a été plus important. Donc on a constaté environ 25 cm d'abaissement. Donc une décrue plus rapide, un retour à la normale un peu plus rapide. Alors concernant les perspectives d'amélioration, donc au niveau des outils, nous, on a essentiellement en fait nos courbes de gestion. Donc c'est des courbes qui sont assez compliquées à revoir et à modifier, mais ça reste possible, et donc c'est à l'étude en ce moment, notamment pour essayer de conserver un volume de stockage en fin de période printanière, un volume plus important pour avoir une capacité de stockage éventuellement plus intéressante. Ça n'aurait pas été utile sur les lacs de Champagne, donc Marne, Aube et Seine. En revanche, sur Pansière, ça aurait pu faire une petite différence. Mais bon, ceci dit, le Pansière, c'est le lac le plus petit, donc on n'aurait pas non plus pu avoir un volume réellement plus important. Et enfin, il y a un 5e projet. C'est le projet de la Bassée. C'est une zone de rétention temporaire des crues qui est à l'étude en ce moment, avec une mise, si tout se passe bien, une mise en service prévue pour 2020-2023. Enfin plutôt 2023. Donc c'est un réservoir qui est à l'étude et qui présente l'intérêt de se positionner sur la partie Seine intermédiaire, et donc pour avoir un effet pour les crues telles qu'on a eu au printemps dernier, donc des crues plus localisées sur l'intermédiaire du bassin versant. Dans le cadre d'un programme d'action de prévention des inondations que nous portons en collaboration avec un certain nombre de collectivités présentes dans cette salle, nous avons 2 actions intéressantes, effectivement, sur l'amélioration de la connaissance de ce qui se passe dans les sous-sols, pour lesquels aujourd'hui on va dire qu'on ne brille pas,
mais qui va être un travail de longue haleine, certainement peut-être plus d'une dizaine d'années pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Et puis, pour faire écho à ce qui s'est passé au printemps sur cet événement très inattendu, nous allons travailler avec, nous travaillons déjà d'ailleurs avec la DRIE sur la reconstitution de chronologie de crues, notamment de printemps et d'été, puisqu'on en a finalement un certain nombre, et plus on cherche, plus on en trouve. Et ce qui permet de souligner que cet événement était certes rare, mais loin d'être exceptionnel. Donc voilà, s'il y a des questions sur la gestion des lacs. Donc Gilles Hubert, je suis de l'Université Paris-Est. Je voulais juste avoir une précision, parce que vous avez parlé en fait de l'arrêté préfectoral, de règlement d'eau, et à chaque fois vous nous avez dit que vous étiez dans le respect des règles de gestion. Donc je voulais savoir en fait, dans le cadre d'une crise comme, qui peut arriver, quelles sont les marges de manœuvre? Est-ce que vous passez un coup de fil au préfet, vous lui dites on lâche et parce que c'est urgent, ou bien où il y a des délais, et comment ça fonctionne une gestion de crise des lacs réservoirs? Alors, dans un premier temps, en fait, on applique, donc je vais revenir sur la courbe de gestion. Dans un premier temps, on applique le débit, en fait, qu'on appelle débit d'écrêtement. Donc, c'est le débit au-delà duquel on doit obligatoirement stocker dans la mesure du possible. Si on voit qu'on atteint quasiment le plein remplissage, dans ce cas-là, en fait, on appelle la préfecture et on fait une demande de dérogation pour avoir une autorisation pour augmenter ce débit d'écrêtement. C'est ce qui a eu lieu sur le lac réservoir Seine, où on était, en fait, la crue était quand même relativement longue. Donc, quand on est au 1er juin, on n'a aucune visibilité en fait, sur ce qui peut arriver derrière, combien de pics et jusqu'à quelle pointe. Donc voilà, effectivement, on est obligé en fait, de voir avec la préfecture pour essayer d'optimiser la gestion et éviter d'avoir un remplissage trop anticipé par rapport à la pointe de crue. Le but, c'est vraiment de cibler la pointe. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est obligé de procéder. Ça s'adresse aussi bien au Grand Lac de Seine qu'à la DRIE. Vous avez beaucoup parlé des problèmes de capteurs d'hydrologie. Vous avez toujours évoqué la pluie avec les photoradars et la carte que vous avez montrée sur la localisation de l'événement par rapport au lac réservoir était édifiante. Est-ce qu'il y a tout un travail d'analyse de la pluviométrie et peut-être de schémas répétitifs ou pas qui permettrait de mieux comprendre les bassins versants qui reçoivent la pluie? Est-ce qu'il y a des schémas? Est-ce qu'il y a par période des choses qui pourraient être analysées, et notamment grâce maintenant au radar dont on dispose? A priori, chaque crue en fait, a sa propre genèse. Donc là, en général, c'est plus une genèse en fait, par les têtes de bassin. Donc c'est aussi l'intérêt des lacs réservoirs, c'est qu'ils permettent d'écrêter dès la formation de la crue. Cette crue-là fait partie des crues un peu atypiques où la formation s'est produite sur le bassin intermédiaire. Chaque crue en fait, a sa propre genèse, et a priori, il n'y a pas vraiment d'analyse. Oui, effectivement, tout à fait, je partage l'avis. Chaque crue est particulière. On dispose aujourd'hui d'appareils de mesure certainement bien plus précis que ceux du début du siècle, par exemple. Après, des schémas répétitifs, voilà, on sait qu'on arrive à identifier que sur les épisodes importants, voilà, il y a souvent, on voit un petit peu les types de situations météorologiques qui sont à l'origine de ces épisodes-là. Donc ça, effectivement, c'est des choses assez connues. Mais après, dans le détail, voilà, chaque situation est particulière. Là, sur le Loing, on dépasse les niveaux de 1910 et on voit bien que le reste du bassin est bien moins impacté. Entre autres, sur le bassin de la Seine et le Lyon, est bien moins impacté que sur le Loing. Donc on a des morceaux qui sont effectivement assez similaires d'une crue sur l'autre. Après, chacune a ses particularités. Voilà, les appareils de mesure, les réseaux de mesure évoluent, progressent, restent imparfaits. Là, on a un exemple aussi d'imperfection. Vous observez dans le bas à gauche une espèce de triangle jaune au milieu d'une tache rouge qui montre bien qu'il y a un masque sur le radar, par exemple. Voilà, donc des choses progressent, mais après, il y a une nécessité quand même de suivre en temps réel l'événement pour savoir ce qui va se passer.